On va appeler le deuxième orateur, le docteur Lelièvre, pour nous présenter son travail sur contrôler l'endoscope à distance en situation de téléexpertise. Bonjour à tous. Je remercie l'Académie de chirurgie de m'avoir donné l'opportunité de présenter ce travail. Donc, je m'appelle Océane Lelièvre et je suis interne de chirurgie digestive à Paris. Et j'ai réalisé donc l'année dernière le Master 2 de sciences chirurgicales. Et j'ai réalisé mon projet de recherche autour de la téléexpertise à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique. À Lisière, exactement. Merci. Donc, euh, la téléexpertise, c'est un mentor, donc un chirurgien expert, qui essaie d'aider un chirurgien moins expérimenté qu'on appelle novice à distance pour réaliser une intervention. Il y a beaucoup de systèmes de téléexpertise qui ont été développés ces dernières années. Ça va maintenant jusqu'à la réalité augmentée ou au robot de téléprésence. Mais aucun des systèmes, les plus complexes qu'ils soient, ne permettent actuellement à la personne qui est située à distance de contrôler l'endoscope pour lui-même obtenir la vue qu'il désire. Il doit donner les consignes à la personne sur place pour lui montrer ce qu'il a envie de voir dans une vue laparoscopique. Donc, ma question de recherche, c'était d'étudier l'apport du contrôle à distance de l'endoscope en situation de téléexpertise chirurgicale. Donc, pour ça, j'ai réalisé une étude contrôlée en laboratoire où j'ai inclus 28 participants. Donc, c'était tous des chirurgiens qui pratiquaient la laparoscopie régulièrement. Et donc, j'avais 14 mentors qui devaient aider à distance 14 novices à réaliser des tâches d'exploration dans un pelvis trainer. On avait deux tâches. Il s'agissait de déplacer certaines billes de couleur en respectant certaines consignes. Et le but, c'était avant tout une exploration pour justement étudier ce déplacement de l'endoscope dans le champ opératoire. On avait donc deux conditions de contrôle de l'endoscope. La première, donc celle étudiée, c'était lorsque l'endoscope était contrôlé à distance par le mentor via un bras robotique qui pouvait télémanipuler. Et ça, c'était comparé à une situation classique où c'est la personne sur place qui demande de l'aide, qui manipule la caméra à la main. Donc ici, c'est pour vous illustrer comment a été déplacée la caméra à distance. Donc on a le bras robotique portendoscope qui est fixé de manière magnétique à la caméra et donc il le déplace grâce à une souris d'ordinateur. Pour recréer une différence d'expertise entre les deux chirurgiens, faire que le novice simplement soit dépendant du mentor à distance, on appliquait un filtre de couleur où la personne, donc sur l'écran de gauche, le mentor voyait en couleur, tandis que le novice, lui, était limité parce qu'il était en noir et blanc. On essayait en fait de recréer simplement une situation où, par exemple, un novice n'aurait pas distingué différents tissus et aurait eu besoin du mentor. Donc, en ce qui concerne la collecte et l'analyse des données, on a dans un premier temps voulu étudier la communication entre les deux chirurgiens. Pour ça, on a enregistré chaque dialogue, tout retranscrit et étudié à la fois la structure de la communication, donc la distribution de la parole entre les chirurgiens, et également le contenu. Donc, séparer chaque dialogue, est-ce que c'était des questions, des clarifications, des instructions, et comment est-ce que le novice répondait à cela. On a également recueilli des données cinétiques, donc la quantité de mouvement de l'endoscope au cours de la tâche et la durée de réalisation de la tâche. Et enfin, on faisait remplir au chirurgien, à la fois du point de vue du novice, à la fois du point de vue du mentor, des questionnaires pour étudier d'une manière plus subjective l'intérêt de cette approche. Donc, en ce qui concerne les résultats sur la structure de communication, on n'a pas observé de différences significatives, quelle que soit la tâche et quel que soit le mode de contrôle de l'endoscope. On remarque simplement que c'était une communication très unidirectionnelle, c'est-à-dire que c'est le mentor qui, dans plus de 90% des cas, détenait la parole. Si on regarde le contenu de la communication, on observe une différence dans la tâche qui était la plus complexe des deux, la seconde, où le mentor, dans la condition à distance, donnait moins d'instructions
que lorsque c'était le novice qui contrôlait la caméra, c'est quelque chose d'assez attendu parce qu'en fait, il n'a pas besoin de donner des instructions concernant le placement de l'endoscope puisqu'il le déplace lui-même. Par contre, dans tous les autres types de dialogues, il n'y avait pas de différence significative et on observe également que les tâches sont avant tout instructives. C'est l'immense majorité des actes de dialogue observés. La quantité de mouvement de l'endoscope, elle était par contre très significativement diminuée dans les deux tâches lorsqu'elle était contrôlée à distance. Donc, lorsque le mentor déplace lui-même la caméra, il fait probablement moins d'allers-retours et il a une cible plus rapide de ce qu'il veut regarder. Enfin, en termes de durée de réalisation des tâches, on n'a pas observé de différence significative. On a juste la tâche 1 qui était beaucoup plus rapide car elle était beaucoup plus simple que la tâche numéro 2 que je ne vous ai pas détaillée avec la durée qui m'importe. Donc, est-ce que ce système, il est efficace? Tout d'abord, on peut penser que les tâches qu'on a très simplifiées, puisqu'elles étaient développées dans un pelvis trainer, ont sans doute impacté sur nos résultats. Tout d'abord parce qu'on a choisi, comme vous l'avez vu dans les résultats, des tâches qui finalement étaient beaucoup à sens unique et qui étaient très instructives, alors que normalement, dans une situation plus complexe de téléexpertise chirurgicale, c'est surtout des phénomènes collaboratifs où la personne à distance comme la personne sur place échangent des informations plus qu'avoir une seule personne, le mentor ici, qui guide le novice dans la réalisation de la tâche. C'est sans doute pour ça qu'on n'a pas observé, ou en tout cas en partie pour ça qu'on n'a pas observé de différence dans la communication majeure. La quantité de mouvement, elle, de l'endoscope, a été significativement diminuée, comme on l'a vu, et donc ça pourrait témoigner d'une exploration beaucoup plus directe lorsqu'on donne à la personne qui sait où elle veut regarder la possibilité d'elle-même contrôler la caméra et donc peut-être plus d'efficacité à obtenir en ajoutant ce mode de contrôle dans les systèmes de téléexpertise. Enfin, on a vu que la durée de réalisation des tâches n'était pas augmentée, et ce, malgré la lenteur du bras robotique actuellement par rapport à un bras humain, et aussi la nécessité d'adaptation à l'interface de contrôle. Est-ce que le système il a été considéré utile par les participants? Donc, on a noté une ambivalence des participants dans leur réponse au questionnaire vis-à-vis de ce système. Ils ont trouvé des avantages. Celui qui revenait souvent, c'était pour le mentor le fait de ne pas avoir à interrompre sa réflexion dans l'observation du champ opératoire en donnant des ordres aux novices pour manipuler la caméra. Là, il avait son processus de réflexion pour résoudre la tâche et il allait lui-même regarder sans s'interrompre pour donner des ordres qui pouvaient parfois être mal compris. Le second avantage qui a été relevé cette fois du côté des novices, c'était qu'ils pouvaient profiter du point de vue qu'adoptait l'expert pour tenter de les aider. Peut-être que pour eux, ils n'auraient pas euh, vu les choses de cette manière, pas commencé l'exploration de cette manière. Par contre, ils ont noté des inconvénients, comme les problèmes de coordination entre la caméra quand elle est contrôlée à distance et les instruments qui sont contrôlés sur place, parce qu'en célioscopie, bien évidemment, il y a ce problème de conflit. Et également une question de priorisation du contrôle en situation urgente. Si on imagine que la caméra peut être contrôlée à la fois par la personne située localement et à la fois par la personne à distance, qui a la priorité du contrôle en cas de situation urgente comme un saignement? Donc tout ça nous ouvre des perspectives d'études supplémentaires. Tout d'abord, essayer de réaliser des expériences plus réalistes, donc étudier le contrôle partagé, la situation où on donne la possibilité aux deux personnes d'avoir alternativement le contrôle, puisqu'ici on a étudié soit à distance, soit localement. Étudier également une situation réaliste où il existe un aide opératoire qui normalement tient la caméra avec le chirurgien en train d'opérer, alors qu'ici, pour limiter les biais, on a vraiment fait une personne d'un côté, une personne de l'autre. Faire des études sur des environnements plus réalistes, donc par exemple des sujets anatomiques, ou utiliser des simulateurs de réalité virtuelle plutôt que des tâches simplifiées en pelvis trainer. Enfin, il faudrait réaliser des études plus techniques, donc développer des algorithmes d'arbitrage si on permet le partage du contrôle entre deux parties.
Développer et comparer des interfaces de contrôle. Ici, on a choisi une souris d'ordinateur parce qu'elle avait déjà été développée à l'ISIR, mais on peut imaginer un contrôle vocal, on peut imaginer une interface tactile et beaucoup d'autres solutions qui doivent être comparées entre elles. Développer des simulateurs dédiés à la collaboration, puisque actuellement, la majorité d'entre eux sont développés surtout pour permettre à des chirurgiens de s'entraîner seuls, et donc ils n'intègrent pas cet aspect de la collaboration entre deux parties qui est utile pour étudier la téléexpertise. Et enfin, s'adapter aux contraintes techniques du bloc opératoire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Merci pour votre... Pardon. Je vous donne celui-là après. Merci pour votre présentation. Donc, elle a plusieurs avantages. Le premier, c'est d'être parfaitement clair. Et puis le deuxième, c'est d'avoir parfaitement respecté le temps qui vous a été imparti. Ça, je pense que ça aussi, c'est important quand on fait des présentations. Euh, donc, il y a deux réflexions pour moi et puis une question. La première réflexion, c'est que finalement, bah, le tuilage en chirurgie, ça garde quand même son rôle, hein, quoi qu'on dise, hein. Quelqu'un qui a une expertise peut passer cette expertise-là à la personne en dessous. Et le fait de normer, en fait, entre guillemets, l'expertise chirurgicale ne marche pas. Ça peut marcher en médecine parce qu'on a pas mal d'algorithmes qui peuvent nous aider là-dedans, mais la technicité du chirurgien, c'est quelque chose qui est difficilement reproductible tous les jours dans toutes les conditions. La deuxième chose, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez parlé de télémanipulation. Ça, oui, on a souvent tendance à parler de chirurgie robotique. En fait, le robot, on appuie sur un bouton, il fait tout seul. Là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui manipule. Ma question là-dedans, c'est que vous avez comparé, on est bien d'accord, quelqu'un qui est à distance, qui va vous tenir l'endoscope, versus vous-même qui tenez l'endoscope de votre côté. Est-ce que vous n'avez pas pensé à un troisième groupe où vous avez la deuxième personne qui est avec vous, pour voir si jamais il y a une différence? Parce que la présence de quelqu'un sur le champ pourrait éventuellement vous orienter dans vos gestes, en plus de la direction de vos gestes. Dans l'occurrence, la personne va vous désigner à l'endroit où il faut aller, mais en l'occurrence, elle ne contrôle pas ce que vous êtes en train de faire parce qu'elle n'a pas cette vision. Il n'a que la vision de l'endoscope, on est bien d'accord. Ça pourrait éventuellement, peut-être que non, mais jouer sur le temps, finalement, que vous n'arrivez pas à trouver en termes de différence entre l'expertise à distance versus l'absence d'expertise. Tout à fait, je vous remercie pour votre question. Donc en fait, si on avait réalisé ce troisième groupe dont vous parlez, une personne qui est sur place et qui donne des instructions, on ressort finalement du cadre de la téléexpertise dans le sens où on applique la téléexpertise à une situation où l'expert n'est finalement pas sur place. Voilà. Et donc, bien évidemment, ou peut-être en tout cas, la question se pose de savoir si un expert à distance fait-il au moins aussi bien qu'une personne sur place? Et c'est vrai que nous, on s'est plutôt positionné dans une situation où on part du principe que l'expert de toute façon n'est pas sur place, et donc on essaye d'optimiser au maximum euh, les, euh, les systèmes existants et on essaie de trouver des solutions. Mais effectivement, euh, ça pourrait être une des raisons pour lesquelles on n'observe pas autant de différences entre les deux groupes. Oui. Une autre question? J'appuie sur le bouton, voilà. Bravo pour votre présentation. Dans les critères de jugement, est-ce que vous avez essayé d'analyser l'espace de travail, c'est-à-dire des gestes qui sortiraient d'un espace de travail d'emblée délimité? On imagine bien que le mentor, il va rester dans cet espace de travail, alors que l'apprenant, il va en sortir. C'est d'autant plus important que quand on est en endoscopie, quand on a des instruments qui sont en dehors de l'espace de travail, c'est dangereux. Effectivement, c'est une très bonne question. On aurait, je pense, techniquement pu le faire en installant des capteurs également au niveau des instruments parce qu'on aurait pu utiliser le bras robotique qui, en fait, c'est ce bras à partir des positions des moteurs du robot qui nous permet de déterminer à chaque instant la position de l'instrument auquel il est rattaché après calibration. On aurait pu effectivement imaginer qu'on utilise un deuxième bras robotique à laquelle est fixée la pince de l'apprenant pour savoir où elle est positionnée et quel est son point d'insertion dans le pelvis trainer, effectivement. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas réalisé et ça aurait pu
être également une bonne étude de ces phénomènes non voulus de conflit et également de manque de coordination. Oui. Une dernière question, peut-être? Je je parlerai après toi. Vas-y. Merci pour votre présentation. Alors, vous avez déjà répondu à la première question qui était le monitoring des instruments, donc c'est parfait. La deuxième, c'était est-ce que vous avez pensé à adapter votre modèle à d'autres spécialités? Alors en fait, dans cette étude-là, on a inclus donc tout chirurgien pratiquant la laparoscopie ou en tout cas des moyens mini-invasifs. Donc, il y avait des chirurgiens thoraciques, des gynécologues et des chirurgiens digestifs qui ont participé à cette étude. Mais on n'avait vraiment aucun critère sur la spécialité, outre le fait, bien évidemment, qu'il utilisait une caméra. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être applicable à toute spécialité mini-invasive qui utilise une vision endoscopique. Ok. Et donc là, vous avez utilisé le pelvic trainer, mais je pensais par exemple aux urologues, aux ORL, j'en fais partie. On utilise aussi des endoscopes, donc pensez peut-être à vous rapprocher aussi de vos collègues. Je pense qu'ils seraient très intéressés de développer un modèle similaire adapté à leur spécialité. Et je vous incite juste peut-être à modifier un tout petit peu votre titre, parce que du coup, vous parlez d'endoscope de manière générale, mais c'est vrai qu'on aurait aimé savoir un peu plus et que c'était localisé vraiment au niveau abdominal, là. D'accord, très bien. Merci. Merci. Une dernière Oui, question. très vite. Premièrement, une question de curieux. Je veux dire, Alizir, est-ce que vous l'avez développé avec l'équipe qui s'occupe de l'intelligence artificielle de Maestro ou non? Non, on n'avait vraiment pas d'intelligence artificielle dans ce sujet. Non, mais c'était avec le robot Maestro ou non? Ou non, vous êtes un labo totalement indépendant. C'était avec un système qui est appelé le cockpit chirurgical, Ouais. qui a donné lieu au brevet de Moon Surgical. Je Voilà, ne sais pas c'est si ça. vous en avez. Ouais. Voilà. Bon, c'est curiosité. Ouais. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'on redescend dans une analyse plus fine. On a une vue globale de la robotique, y compris dans l'intelligence artificielle, et vous redescendez sur les instruments, sur des points qui sont excessivement importants et qui seront essentiels dans l'autonomie ou dans plus d'autonomie du robot. L'étude sur la communication, c'est excessivement important. Je veux dire qu'elle soit, pour l'instant, elle est humaine, mais on peut la comprendre d'une manière importante. Et je trouve que cette entrée dans les algorithmes d'arbitrage est absolument fondamentale. Je veux dire, c'est ce qui va être la clé, je veux dire, de l'efficacité, enfin, je veux dire, de la robotique. Vraiment, il y a beaucoup de choses excessivement intéressantes dans votre présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc,